Ceci est une bataille décisive oubliée, 34 heures qui ont changé le destin de l'Europe. Les piques suisses, l'artillerie française, l'ambition d'un roi bienvenu en 1515 sur la plaine de Marignan, au nord de l'Italie. En 1515, sur les plaines du nord de l'Italie, une bataille a marqué un tournant dans l'histoire militaire européenne. Le jeune roi de France, François Ier, mena une armée implacable à travers les Alpes et affronta la redoutable phalange des mercenaires suisses. Ce fut le dernier chant du cygne des armes blanches et le premier tonnerre de l'ère de la poudre. Bienvenue dans Marignan, le tournant de l'ère des armes à feu. À la fin du XVe siècle, l'Europe était un puzzle tactique morcelé. Les phalanges suisses avaient balayé les montagnes, les épéistes espagnols dominaient les plaines, tandis que la France façonnait en silence la plus puissante artillerie du continent. En 1515, François Ier, à seulement 20 ans, monta sur le trône. Son objectif, le joyau du nord de l'Italie, le duché de Milan. Mais Milan n'était pas sans défense. Derrière ses murs se tenait l'armée suisse, une force légendaire, réputée invincible grâce à ses formations de piquiers. Le matin du 13 septembre 1515, dans la brume matinale, 20 000 piquiers suisses se mirent en ordre de bataille, en silence. Leurs lances avaient fait trembler l'Europe entière, mais ce jour-là, face à eux, 70 canons de bronze français attendaient déjà, prêts à faire feu. Le jeune roi François Ier serra la garde de son épée. Il n'avait que 20 ans, et cette bataille déciderait s'il entrerait dans l'histoire comme le roi chevalier ou s'il finirait cloué au pilori de la honte par les Suisses. L'Italie était le trophée suprême du XVIe siècle. La France voulait prouver qu'elle était l'héritière légitime de l'Empire romain, les Suisses s'enrichissaient en louant leurs épées, et l'Espagne voulait que tout le monde perde. L'ambition de François exigeait un miracle. Il choisit un passage que même les Suisses n'avaient pas jugé utile de fortifier, le col de l'Argentière. Ses soldats démontèrent les canons et les descendirent à l'aide de cordes le long des falaises, les chevaux, peinant sur la glace, risquaient la chute mortelle à chaque faux pas. Mais c'est précisément ce pari insensé qui permit à l'armée française de fondre sur la plaine lombarde comme un fléau tombé du ciel. Quand les Suisses se réveillèrent, les canons français étaient déjà braqués sur les portes de Milan. Depuis 1494, l'Italie était un morceau de viande que des chiens enragés se disputaient. 2 fois, les Français avaient envahi la région et 2 fois, ils avaient été repoussés par les piques suisses. Les Suisses avaient même poussé leur offensive jusqu'en territoire français, forçant la noblesse à signer des traités humiliants. Mais François Ier, jeune et ambitieux, refusa d'accepter ces défaites. Il risqua tout, il fit fondre les cloches des églises pour en faire des canons, emprunta de l'argent pour recruter des mercenaires allemands et promit aux Vénitiens qu'après la victoire, ils se partageraient l'Italie. Et les Suisses? Ils croyaient qu'avec leurs piques, ils resteraient invincibles.
Les Alpes étaient appelées le bouclier de Dieu, mais François y trouva une brèche, le col de l'Argentière. Ce sentier, trop escarpé même pour les chèvres, devint la route secrète de l'armée française. Les soldats démontèrent leurs canons, les lièrent avec des cordes et les firent glisser sur les glaciers. Pour chaque kilomètre parcouru, 3 hommes tombaient dans le vide. Quand les Suisses réalisèrent leur erreur, il était trop tard, les Français s'abattaient sur la Lombardie comme une avalanche. Un officier suisse écrivit : « Ce ne sont pas des soldats, c'est une horde de fourmis enragées. » Le 13 septembre au soir, la plaine de Marignan devint un enfer de sang et de fer. 20 000 piquiers suisses chargèrent, formant une forêt de lances de 5 mètres, si dense que la terre elle-même tremblait sous leurs pas. Mais cette fois, ils ne faisaient plus face à de simples lames. Les canons de bronze français rugirent, fauchant les rangs serrés des Suisses à coups de mitraille. Déplacez-vous. Visez l'autre flanc, hurla un officier d'artillerie. Les formations compactes des Suisses, autrefois leur plus grande force, devinrent leur pire faiblesse face à la puissance du feu. Après 2 jours de carnage, 11 000 Suisses gisaient sur le champ de bataille et le nom du roi chevalier résonnait dans toute l'Europe. Ce fut la fin du mythe de l'invincibilité suisse, et c'est après cette défaite qu'ils proclamèrent leur neutralité éternelle. Le duc de Milan racheta sa liberté pour 30 000 ducats, mais il perdit à jamais son emprise sur l'Italie. Gravé dans la pierre, ce moment ne fut pas seulement une révolution tactique. Ce fut le glas d'une époque révolue. Le 14 septembre à midi, alors que les Suisses allaient percer le flanc droit français, les renforts vénitiens arrivèrent. Ces soldats, arrivés par la rivière Pô, renversèrent instantanément l'issue du combat. Les vétérans suisses s'effondrèrent soudainement, non pas vaincus par les Français, mais par une vérité implacable. Personne ne peut régner éternellement sur un champ de bataille avec de simples piques. La fumée de Marignan s'est dissipée depuis longtemps, mais elle a laissé une marque indélébile dans l'histoire militaire. Quand la poudre remplaça les piques, quand la mobilité l'emporta sur la force brute, nous n'avons pas seulement assisté à une évolution tactique, mais à la métamorphose d'une nation, passée du rôle de guerrier à celui de pacificateur. Comme cette sculpture sur un sarcophage, la victoire et le sacrifice, l'ambition et l'éveil, se sont fondus dans le fleuve du temps, ne laissant qu'un soupir.
Marignan a enterré la suprématie suisse, mais elle a donné naissance à leur neutralité perpétuelle. François Ier gagna son titre de roi chevalier, mais 10 ans plus tard, il connut la défaite face aux arquebuses espagnols. Les anciens empires s'effondrent, les nouvelles puissances surgissent, ainsi était l'Europe du XVIe siècle. Et aujourd'hui, en contemplant ces canons de bronze et ces piques brisées, nous ne voyons pas seulement la guerre. Nous voyons une vérité sanglante mais inévitable, ceux qui s'accrochent à la gloire du passé seront écrasés par le poids du temps.